Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sam, agriculteur indépendant. Alors Sam, c'est moi et dans cette vidéo on va parler de pulvérisation. On va parler de buses, de conditions d'application et de règles de base qui font l'efficacité de vos passages et surtout vous permettent à terme, avec différentes techniques qu'on développera au fur et à mesure du temps, de réduire très fortement vos produits par des associations, par des bons choix bien entendu. Et surtout, les conditions, il n'y a rien qui les remplace. Tout comme le travail du sol qu'on fera un petit peu en fin de vidéo, vraiment très court par rapport justement à l'actualité du moment et la pluviométrie en berne. Alors justement, ce matin, il est 7 h et j'ai terminé donc mes traitements sur mes champs de colza, puisque au regard des conditions climatiques, je vous avais expliqué qu'il était pour moi pas utile de travailler les champs de colza, donc de les déchaumer. Ils ont juste été broyés. Bien entendu, ils ont repoussé de manière homogène. Et à l'intérieur, évidemment, des parcelles, on peut avoir quelques petits ronds de vivaces, quelques petits ronds de chardon, c'est un petit peu lié à la sécheresse aussi, des renouées, des matricaires, des choses comme ça. Et évidemment, l'intervention chimique est la meilleure, quand on peut le faire, qu'on n'est pas en agriculture biologique, puisque évidemment, on ne va pas dessécher le sol, qui est déjà altéré par les repousses qui sont présentes et le manque de pluviométrie. Et le fait d'intervenir chimiquement va permettre de restituer au sol une bonne partie de l'eau. Et ça, c'est par expérience, je peux vous assurer que laisser une bande où vous ne traitez pas et les autres bandes travailler la terre, vous allez voir que là où vous aurez traité, ça va se travailler tout seul dans un mois peut-être, s'il y a besoin. Pour l'instant, on va le laisser tranquille le sol. Alors les conditions d'application, bien évidemment, c'est capital. Alors ce matin, on sait qu'on va avoir une journée chaude, hein, mais là déjà, la première chose, c'est qu'on a de la rosée. Alors je ne sais pas si on voit bien, voilà. Donc ça, c'est ça qui est important, puisque ça va conditionner l'hygrométrie. Pour connaître votre hygrométrie, il sera bien que vous ayez un hygromètre. Ça, c'est le minimum. Hein, vous devez avoir ça dans votre tracteur. Et si possible, pas à la ferme. Il faut aller l'utiliser au champ, vers la végétation, puisque ça peut être très très différent. Hein, donc ça, c'est important. Ensuite, chose importante, le volume d'eau, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais le choix des buses. Alors ça aussi, c'est important. Personnellement, j'utilise 3 buses différentes tout au long de l'année qui sont comme des outils sur un outil, c'est ça, qui sont comme des socs sur un outil. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des buses pour chaque application. Donc là, ce matin, j'ai utilisé ce qu'on appelle une buse miroir. Donc on appelle aussi Turbo T-Jet, puisque la marque c'est T-Jet, donc j'ai pas d'action chez eux. Donc c'est une buse qui, vous voyez, si vous regardez bien, elle a une fente là qui va vers l'arrière, voilà. Donc elle crache le jet derrière, comme une queue de carpe de tonalisier, pour ceux qui connaissent bien. Donc ça permet vraiment une répartition très très homogène, puisqu'en qualité de goutte, on a vraiment quelque chose de très homogène. C'est vrai que quand on fait du papier sensible, comme on faisait il y a 10-15 ans, il n'y a pas photo, c'est vraiment une super buse en termes de qualité de pulvérisation. C'est pas une buse anti-dérive, hein, elle a tendance à faire des belles gouttes bien homogènes si on la travaille à la bonne pression, puisque là, je ne vous en parlerai pas ce matin puisque ça fait partie des choses qui sont techniques et qu'on partage avec nos partenaires. Mais sur le fond, c'est bien beau d'avoir les bonnes buses sur le pulvé, mais si on ne les utilise pas à la bonne pression, c'est un petit peu dommage. Donc ces buses-là ont des plages, allez, on va dire entre 2 bars et demi, 3 bars et demi, c'est en gros leur pression d'usage. Donc l'avantage, c'est qu'on peut vraiment baisser fortement les rampes avec... Alors là, aujourd'hui, il n'y a pas de vent, hein, de toute façon, je ne l'aurais pas traité sinon. Mais l'avantage, c'est qu'on peut vraiment baisser fortement les rampes. Et c'est des buses qui vont pénétrer très fortement dans la végétation, donc idéal pour les traitements d'épiaison, hein, pour protéger l'épi, pour des désherbages à l'intérieur de la végétation. Donc les Turbo T-Jet sont des buses intéressantes. Elles n'ont pas de matériaux différents au niveau de l'usinage, c'est que en plastique. La deuxième buse que j'utilise, c'est une buse à fente classique, mais qu'on appelle basse pression, puisqu'elle a la particularité de pouvoir être utilisée à des pressions basses, tout en conservant un bon angle et une bonne qualité de pulvérisation. Donc je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est pareil, on va utiliser ces buses là non pas en 110 degrés mais plutôt en 80 degrés pour plein de raisons. Des rampes un petit peu plus hautes, et comme on a tendance à rouler un petit peu plus vite qu'en classique, et aussi beaucoup moins de bouchage, une forme de fente qui est justement intéressante pour limiter le bouchage et voire ne jamais en avoir si on entretient bien son pulvérisateur. Et puis après, la buse suivante qui est la buse dite à injection d'air, qui est une buse, vous le savez tous, obligatoire, mais surtout qui peut être utilisée malgré tout pour des traitements d'intervention sur le sol, pour des désherbages de sol, pour la pulvérisation sur des plantes. Honnêtement, à part le glyphosate, pour le reste,
c'est une catastrophe. Hein, c'est pas une buse du tout qui fait de la bonne pulvérisation. Tout simplement, pour des règles physiques qu'il est bon de rappeler, c'est qu'en réalité, on limite la dérive en grossissant la taille des gouttes. Il n'y a pas d'autre moyen. Le reste, c'est... Alors ok, il y a un petit peu d'air qui va avec dans celle-ci, qui accompagne la goutte, mais les gouttes sont plus grosses. Quand on prend un papier hydrosensible, c'est des gros pâtés avec les buses à injection d'air. Alors si on veut moins de pâtés, on augmente la pression. Mais si on augmente la pression, eh bien, on fait de la dérive. Donc il y a des gens qui utilisent ces buses-là à 4-5 bars. C'est du grand n'importe quoi. Ces buses-là s'utilisent, si on veut pas trop de pâtés, à partir de 3 bars. Et elles s'utilisent au maximum à 3 bars. Voilà. Sinon, après, vous avez de la dérive et autant prendre une buse de bien meilleure qualité, comme la buse à fente que je vous ai parlé tout à l'heure, qui, elle, justement, va pouvoir s'utiliser à des pressions plus faibles. Un bar 2, un bar 3, elle a déjà une belle qualité de pulvée, selon les produits que l'on va faire, bien sûr. Et jusqu'à un bar 8, 2 bars s'il y a des excellentes conditions comme ce matin. Donc en fait, chaque produit est différent en fonction de ses modes d'action. Donc dans l'hiver, on aura l'occasion d'en parler. Si vous associez les produits ensemble, il faut choisir celui qui nécessite le plus grand nombre d'impacts. Hein, donc les plus grands nombres d'impacts, c'est souvent pour des produits comme des insecticides par exemple. Donc là, ce matin, j'utilise du glyphosate, hein, puisque c'est un produit qui va vraiment avoir un effet jusqu'aux racines et vraiment tuer les plantes définitivement, ce qui est intéressant pour les chardons, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Donc je l'ai aussi associé ce matin avec des hormones. J'ai associé 2 hormones ensemble, voilà, qui me permettent justement de vraiment tuer les vivaces et donc de faire un nettoyage pour les années même à venir. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font du travail du sol, ce qui n'est pas très... je ne vais pas dire malin parce que c'est pas sympa, mais c'est peut-être pas... voilà, il y a un petit manque de recul puisqu'en fait, déjà d'une, ça n'aura pas l'efficacité nécessaire. Vous allez juste couper les chardons, les renouer, etc. pour en faire d'autres. Hein. Les rhizomes vont continuer de se développer dans l'automne et être présents dans votre culture l'année prochaine. Alors vous le stopperez avec des produits dans la culture de l'année prochaine, quand c'est possible. Ce n'est pas le cas par exemple pour un tournesol, ce sera très difficile dans des pois. Donc il faut être quand même très prudent que là, l'avantage, c'est qu'ils sont en pleine régénérescence. Il y a des chances qu'on les tue vraiment. Hein, voilà. Donc en plus, on a des conditions chaudes en journée qui sont favorables à ce type de traitement, hein, pour que ça fonctionne bien. Donc on va faire ça sur l'ensemble des champs de colza pour éviter tout travail du sol. Alors si techniquement c'est sans doute la meilleure méthode, celle qui aura le plus d'effet à moyen et long terme, sur l'aspect économique c'est exactement la même chose. Ça coûte bien moins cher que d'aller travailler un sol sans avoir l'efficacité nécessaire sur l'aspect des herbages, sans répéter les passages qui seraient encore plus aberrants. Alors petite conclusion ensuite par rapport aux conditions actuelles, donc on est vraiment en manque d'eau, mais ça c'est assez généralisé. On voit que quand on se projette à 15 jours, c'est exactement la même chose. Donc en fait, nos cultures de printemps, on aperçoit peut-être au fond là-haut, mais les maïs sont plutôt beaux, mais en fin de journée, ils le sont nettement moins. Ça commence là depuis quelques jours, donc ça c'est un petit peu dommage, ça va vraiment avoir beaucoup d'impact. Les tournesols en pleine fleur, j'en parle pas, donc ils étaient magnifiques, mais j'ai peur que ça ne dure pas très longtemps. Donc par contre, le travail du sol, je vous avoue que chaque année, depuis que je suis installé, je vois des choses extraordinaires à ces époques-là de l'année, mais on va dire que ça ne s'arrange pas. Il y a quand même vraiment des notions de ressenti. On va pouvoir parler technique sur cette chaîne, on va pouvoir donner des détails voilà, à tomber, très très pointus sur plein de choses, mais le ressenti de l'agriculteur, ça se transmet pas. Hein, ça se transmet normalement de père en fils, ça se transmet par passion, mais là, il y a vraiment des gens qui n'ont plus de ressenti. On voyait des colonnes hier de limon et d'argile qui s'envolent dans le ciel, des tracteurs qu'on ne voit plus, des gens qui passent et repassent, qui font du BTP en fin de compte. Donc ça, c'est assez triste. C'est triste parce que je vous conseillerais de regarder une série qui est passée sur Arte qui s'appelle Le Grand Labour, qui raconte l'histoire des Dust Bowl aux États-Unis dans les années 30, avec l'intervention de Roosevelt pour vraiment modifier la pratique. Et c'est cet homme-là qui a dit un jour qu'une nation qui ne respectait pas ses sols se détruisait elle-même. Et Dieu sait si nous, on a sûrement peut-être des marges de manœuvre et c'est ce qui nous rend inconscients. Mais voilà, je pense que mon petit message aujourd'hui, ce serait de dire quand même, les gars, quand on voit les conditions actuelles, restez un peu tranquille, quoi. Faites des choses qui soient utiles et réfléchies et pas des choses qui vont vous conduire à quoi. Alors s'il pleut sur des travaux comme ça, admettons qu'on ait un orage, ça peut arriver quand même un jour ou l'autre. L'année dernière, ça a été le cas. Il y a eu des zones, il y a eu 70 mm d'un coup. Ça a raviné de la terre, les sols ont été définitivement refermés. Il a fallu les retravailler. Bilan des courses, c'est nul, quoi. Alors, je parle pas de ceux qui sèment en ce moment. Donc là aussi, je dois manquer d'informations pour voir quelle garantie, quelle utilité de semer là dans de la poudre en faisant un travail très négatif pour le sol. Alors, comme souvent, ça va bien se passer pour la culture. C'est tout le paradoxe avec ceux qui essayent de faire les choses en respectant le sol.
Mais sur l'aspect sol, par contre, ben, on voit que c'est souvent le parent pauvre de l'histoire. Donc quand même, je vous invite tous à y réfléchir. Je sais que c'est la majorité qui quand même reste plutôt calme et réfléchie. Il faut avancer dans ces plannings, ça j'en suis bien conscient. Mais de là à rentrer dans les travaux de finition où les gens, on les voit plus parce qu'ils sont dans la poussière et qu'ils perdent du sol à vitesse grand V, c'est quand même dommage, quoi. Voilà, je dis juste que ça m'attriste et qu'au fond, on parle tous d'environnement, mais que si déjà chacun d'entre nous, on fait pas un peu le minimum voilà, pour se freiner, ok, on avait de l'avance, ben on aura peut-être du retard dans 3 semaines, parce que si le temps n'évolue pas, on va prendre du retard, mais c'est pas grave, quoi. C'est pas une usine, hein. On va s'adapter à la nature, au contraire, hein. Déjà que s'adapter, c'est un peu trop tard, il faudrait plutôt anticiper. Mais bon, ça c'est autre chose. Enfin voilà, c'était le petit message de la journée. Donc pour les traitements, les conditions c'est capital, tout le reste c'est du blabla, hein. Quand on a des bonnes conditions, on réussit. Voilà, les histoires de résistance, de tout ça, dans les faits sur le terrain, c'est pas toujours une réalité. C'est qu'il y a aussi des produits très compliqués à utiliser. Pour les résistances de graminées, on aura l'occasion d'en parler. Et c'est des fonctionnements qui ont besoin de sol humide, des choses comme ça. Et évidemment, les printemps qu'on a depuis des années, ça n'est plus vraiment ça. Et ces produits sont en effet plus adaptés pour être utilisés comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Donc là, la prochaine vidéo sera sur les amendements calcaires. Là, c'était un peu une vidéo entre deux par rapport à l'actualité du moment, ça me semblait utile. Allez, bonne journée à tous, à bientôt.